suis Héloïse Leray, je suis responsable innovation chez BNP Paribas Cardiff. Donc comme je disais, Cardiff, c'est la compagnie d'assurance en fait du groupe BNP Paribas. Voilà, ça c'est BNP Paribas. Produit d'épargne protection, un business model unique. On a des ADN quand même relativement innovantes à la base. On est présent dans 37 pays, 90 millions de clients, c'est pas rien. Et puis 10 000 collaborateurs, c'est beaucoup. Alors, voilà, moi c'est cette réaction-là que je suscite dans l'entreprise. Parce que j'arrive avec, on a beaucoup parlé de gros mots, j'en ai deux, hein, c'est innovation et créativité. Comme ça, spontanément, ça n'a pas forcément sa place, surtout le mot créativité. Du coup, on essaye parfois de tricher un peu en parlant du travailler autrement. Mais notre mission à nous, on est trois, j'ai une de mes collaboratrices ici, à temps plein, c'est de promouvoir une culture d'innovation et de créativité dans l'entreprise. Alors le business, Xavier a dit, c'est le cœur. Bon, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis une fille, j'ai pas tout à fait la même sensibilité. Je pense que le business, ça doit être la finalité, mais pour moi, c'est clairement pas la vision que j'essaye de donner. Je pense que d'abord, ce sont les hommes, je crois que vous l'avez compris. Si on sait donner envie, si on sait l'idée les hommes, alors on pourra générer du business. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ? 70% du travail que j'effectue aujourd'hui, je ne faisais pas il y a 5 ans. Vrai ou faux? Et le pire, c'est que au rythme où vont les choses, avec l'évolution de la société, les nouvelles tendances, la génération Y, la digitalisation, les modes de consommation alternatifs, etc., 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 on n'a absolument aucune idée de à quoi ressemblera nos métiers dans 5 ans. Et pire encore, il y a des études qui ont montré qu'aujourd'hui, 64% des leaders rapportent avoir des difficultés à gérer la transition d'un niveau à l'autre. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans, les start-upers peut-être pas, les étudiants pas encore. Et deuxième fait, plus de 50% disent que leurs entreprises ne sont pas en train de se préparer pour la transition. Alors ça, c'est un peu inquiétant et pourtant, c'est le quotidien auquel nous, on est confrontés. Et puis, moi, je travaille dans l'industrie de la banque et de l'assurance. Alors, autant vous dire que la peur du changement, la peur de prendre des risques, c'est juste notre quotidien absolu. Alors, je me suis interrogée, finalement, pourquoi est-ce que l'homme, l'être humain, a peur du changement? Alors, on a regardé un petit peu. Et puis, d'abord, si on remonte à la nuit des temps, en fait, la peur du changement, c'était une question de survie. Parce que tout événement inattendu pouvait être une très, 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 très mauvaise nouvelle. Donc l'homme a appris à se méfier de l'imprévu. Alors heureusement, il y a eu un truc qui s'appelait l'évolution. On s'est mis debout, on a perdu nos poils. Mais il y a un truc qu'on n'a pas perdu, c'est resté en nous malheureusement, c'est cette espèce de réaction épidermique au changement. Alors plus dans le quotidien aujourd'hui, ce qui nous empêche aussi de bouger, c'est les contraintes réglementaires, budgétaires, légales, humaines, etc., etc. Les contraintes, elles sont partout, tout le temps, en permanence, et elles rendent la mise en action pour le changement relativement compliquée. Et puis, bien sûr, parfois on se sent un peu tout seul au monde, c'est-à-dire que peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont quelque chose dans les tripes là, qui fait que moi j'ai envie que ça bouge, je suis créative, j'ai envie d'innover, mais je me sens tout seul parce que je suis face à cette espèce d'énorme machine qui ne bouge pas, pour laquelle c'est hyper compliqué, et du coup ça me demande une énergie trop importante de changer les choses. Il y a le temps, on en a parlé pas mal, des études montrent qu'aujourd'hui la ressource qui manque le plus en entreprise, c'est le temps. Alors comment on fait? Parce que être créatif et surtout mettre en œuvre les idées et être innovant, ça prend du temps. Et puis il y a le comme d'habitude, parce que finalement, on a toujours fait comme ça, on s'en sort pas trop mal, alors pourquoi est-ce qu'on ferait différemment? Donc ça, c'est les réactions auxquelles moi je suis confrontée tous les jours depuis à peu près 7 ans, et la bonne nouvelle, c'est que c'est ça qui m'excite, c'est de me dire que tous ces gens-là, il va falloir que je trouve le moyen de les embarquer et de les convaincre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, Apollo 13. Moi, il y a une scène dans ce film que j'aime beaucoup et qui m'a parlé même à l'époque. Alors, je ne sais pas si tu peux lancer... je vous ai récupéré un petit extrait de cette vidéo. Il y a un moment donné dans le film où Tom Hanks est là-haut avec ses petits copains, et puis patatras, il y a une explosion, et le niveau de l'oxygène commence à baisser, baisser, baisser. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène. Voilà, Houston, on a un problème, exactement. Du coup, qu'est-ce qui se passe à Houston ?
Houston, we have a problem. Give me an alarm. Okay, let's everybody think of the 4 levels. Check. Okay, now let's start Prendre right le combat sur la We planète can't Terre. make any guarantees. We designed the LEM to land on the moon. I don't care what anything was designed to do. I care about what it can do. Je m'en fiche de pourquoi c'était designé, je veux savoir ce que ça peut faire. Okay, people, listen up. People upstairs handed us this one, and we gotta come through. We gotta find a way to make this fit into the hole for this, using nothing but that. Alors pour les non-anglophones, il faut faire rentrer le machin carré dans le tronc avec seulement ce qu'on a sur la table. Going through, someone. The deadly CO2 gas is literally poisoning the astronauts with every breath in and Heads out. up, heads up. And spokespeople will not comment further. Là on peut arrêter, en gros il va présenter ça au branché, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il dit bah ce bordel c'est la solution. Voilà. Moi ça me parle bien cet extrait-là parce que bah, je trouve qu'on est tous confrontés, en tout cas pour ceux d'entre nous qui travaillent en entreprise, à bah, comment je fais plus avec moins et surtout avec simplement les moyens du bord, c'est-à-dire ce que j'ai sur la table. Et moi, ce qui m'amuse dans mon job, c'est que je passe ma journée à aider des gens à mettre des trucs carrés dans des trucs ronds avec simplement ce qu'on a sur la table. Alors, je me suis posé la question, quels sont les ingrédients qui font que ça a marché dans Apollo 13 et que c'est un peu compliqué pour le commun des mortels? Le premier ingrédient, c'est que l'innovation, on a parlé des contraintes tout à l'heure comme un frein à l'innovation, mais finalement, les contraintes, c'est aussi un levier pour la créativité et l'innovation. Vous devez être familier avec les notions d'innovation frugale, le Jugaad, tout ça. Bah, c'est vraiment ça. C'est finalement, quand on n'a que ce qu'on a sur la table, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'on n'aurait pas osé imaginer en d'autres circonstances pour résoudre nos problèmes. Le deuxième ingrédient qui fait que ça marche, c'est l'intelligence collective. Ils sont nombreux autour de la table, ils ont différentes expertises, ils ont différentes personnalités, différents modes de pensée. Et quand on met tout ça ensemble, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Le troisième ingrédient, j'ai parlé de la contrainte du temps. Pour moi, le temps peut aussi être un facteur de créativité. Pourquoi? Parce que, et on le voit bien dans l'extrait, en fait, ils ont 18 heures pour ramener Tom Hanks et son équipe sur Terre, pas une minute de plus. Et cette pression, finalement, ça fait en sorte qu'ils sont complètement 100% dédiés à leur tâche pendant toutes ces 18 heures-là et ils ne s'occupent de rien d'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup faire en entreprise. Et puis il y a le faire, j'en ai parlé déjà, je ne vais pas revenir dessus, mais on voit bien dans l'extrait, chez BNP Paribas, nous on passe des heures à se poser la question de à quoi pourrait ressembler une solution. Bon bah là, ils ne passent même pas une minute à se poser la question, ils commencent tout de suite à prendre du matériau et à faire. Et c'est aussi une des choses qu'on essaye de faire nous avec nos équipes. Dernier ingrédient pour moi qui est important, c'est l'objectif commun. Bah là, leur objectif, il est noble, hein, c'est de sauver la vie de 3 personnes qui sont enfermées dans une navette. Donc c'est quoi nos objectifs communs à nous, dans nos entreprises aujourd'hui, pour redonner le goût aux gens de contribuer? Alors vous allez me dire, ouais ok, mais ramener Tom Hanks et son équipe sur Terre, c'est carrément plus sexy que de produire des produits d'assurance, revoir nos process, etc. Vous n'avez pas complètement tort, ceci dit, à chacun les ambitions dont il est capable. Alors Benjamin m'a dit, ce qui est important, c'est que tu sois très très concrète dans les choses que vous faites chez Cardiff, parce qu'on a plein de très beaux projets. Et on m'a dit que le public, c'est plutôt des gens qui auraient potentiellement envie de démarrer des démarches d'innovation et de créativité en entreprise. Donc je suis vraiment restée sur des choses extrêmement simples que je veux partager avec vous, qu'on a démarré il y a 7 ans, et qui petit à petit, parce que vraiment c'est pas à pas qu'on a fait, et qui fait qu'aujourd'hui on est 3 à temps plein, qu'on a des projets qui fonctionnent et que les gens nous font confiance. Alors évidemment, d'abord c'était changer l'état d'esprit, ça je vais passer. Il y a toujours 2 façons de faire pour changer l'état d'esprit, se dire qu'on va faire comme avant et espérer que ça change, ou alors se dire qu'on va faire légèrement différemment, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors là, je vous ai mis les quelques points que je vais aborder avec vous. Bah d'abord, avant de commencer à innover, c'est de se demander ce qu'on fait déjà. Et du coup, on a organisé, et ça c'est plus général dans le groupe BNP Paribas, les prix de l'innovation, je vais revenir dessus. Ensuite, on s'est dit, bah, on a déjà des trucs intéressants, et si on commençait par les répliquer, et on a créé le Innovation Book, et ça c'est toutes des démarches que je vais repréciser derrière. Ensuite, on s'est dit, bon ok, ça c'est fait, maintenant comment on encourage les gens à être plus créatifs et plus innovants? Alors on a proposé des nouvelles façons de faire au service des équipes de l'entreprise.
On s'est dit, bon, c'est bien, nous, on anime pour les gens, on propose des nouvelles façons de faire, mais si on les outillait, nos managers et chefs de projet, et c'est ce qu'on a fait en travaillant avec l'ARH sur des modules de formation dédiés. Après, on s'est dit, bon, tout ça, c'est bien, mais à un moment donné, si c'est pas inscrit vraiment dans notre ADN, ça marchera pas dans le long terme. Alors, on a travaillé à intégrer certains items liés à l'innovation dans notre ADN. Et puis, ce serait encore plus performant si on savait vraiment avec qui on travaille, de près ou de loin. Alors, on a cherché à trouver des moyens pour mieux connaître les gens qu'on avait dans nos équipes. Et enfin, on s'est dit, ces gens-là, qui sont chacun de leur côté, qui s'intéressent à la créativité, et si on les réunissait et qu'on créait une communauté de gens à qui la créativité, ça parle, et qui sont convaincus que ça peut changer nos entreprises. Alors, je vais revenir sur le premier, recenser les innovations. J'imagine que c'est rien de très révolutionnaire. D'abord, on collecte. Alors, c'est un gros travail. Quand on est 10 000 collaborateurs dans 37 pays, on a un outil qui nous le permet. Alors, je vais vous passer le processus, parce qu'en fait, au début, je pensais que j'avais 40 minutes, j'en ai que 20. Donc, je vais passer un peu vite sur certains trucs. C'est tout un processus qu'on met en place une fois par an pour recenser partout dans l'entreprise les démarches qui ont été mises en œuvre par les équipes. Alors, ça a l'air de pas grand-chose. Mais je le dis souvent, et j'en profite à nouveau pour dire, moi je trouve que c'est un moment assez extraordinaire dans l'année, c'est le prix de l'innovation. Pourquoi ? Parce que on a l'habitude dans les grands groupes que le marketing parle au marketing, l'actuariat va parler à l'actuariat, la RH à la RH, etc. Mais si on regarde les choses un peu différemment, est-ce que vous connaissez des opportunités que vous avez dans vos structures respectives, d'une part, pour faire le point une fois dans l'année, de manière collective avec vos équipes, sur ce que vous avez fait de bien et dont vous êtes fiers ? Pas forcément. Vous le faites individuellement, peut-être avec vos collaborateurs, mais pas de manière globale sur l'équipe. Et puis, est-ce que vous avez des occasions dans vos entreprises pour faire savoir au reste de l'entreprise ce que vous avez fait de bien et dont vous êtes fiers ? Et puis, troisième point, est-ce que vous avez des occasions dans l'entreprise de savoir ce que tous les autres ont fait, partout, dans toutes les filiales et dans tous les domaines d'activité ? Et bien, les prix de l'innovation, ils ont vocation à ça. Alors, ça marche un moment. Si on fait rien derrière, qu'on valorise pas les gens et qu'on les récompense pas, à un moment donné, ça fonctionne plus. Donc nous, on a mis en place des programmes qui visent à valoriser et récompenser nos lauréats des prix de l'innovation. C'est des programmes de 2 jours sur Paris avec des visites innovantes. Là, je vous ai mis quelques photos. C'est des voyages d'études sur l'innovation dans différents pays européens, etc. Parce qu'on est convaincu qu'à un moment donné, il faut aussi rendre aux équipes ce qu'elles nous donnent. Alors je vous ai mis quelques chiffres parce que je les aime bien, parce qu'on travaille dur pour arriver là. La première année, j'étais toute seule, et puis je ne savais pas trop comment m'y prendre, j'ai eu 36 projets. Bon. La deuxième année, j'ai commencé à me faire connaître un peu, les lauréats étaient contents, ils en ont parlé, on en a eu 86. Et puis finalement 113, 150, c'est très long à venir les slides, et finalement 283 cette année venant de 27 pays. Donc ça c'est du travail, c'est de l'énergie, c'est de la bonne volonté, c'est beaucoup d'enthousiasme et de positivisme sur le fait que on accompagne les gens, parce que les gens nous disent mais moi, tu sais, je fais des petits trucs dans mon quotidien, c'est pas innovant, c'est pas créatif. Eh ben non, il faut le faire savoir, il faut en parler, il faut encourager les gens à s'intéresser à ce processus. Donc ça c'est la partie sur les prix de l'innovation. Après on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Parce que concrètement, chaque année, au mois de janvier, avec mes 2 collaboratrices, on est assises sur une mine d'or, 283 projets, et comment on arrive à faire en sorte que les gens s'y intéressent. Et puis comment faire en sorte de valoriser les gens qui sont derrière ces projets. Alors on a créé le Innovation Book, c'est un petit journal, comme vous le voyez, qui recense les 42 projets qui ont été shortlistés pour être présentés à notre grand jury, qui est composé du membre du COMEX, patron de pays et des patrons de fonction chez nous, dans lequel on a pris le problème à l'envers. On s'est interrogé sur la problématique qu'ils avaient rencontrée et quelles solutions ils avaient trouvées, de manière à ce que n'importe qui feuillette le book, finalement, peut à un moment se dire, bah tiens, je suis confronté à un problème qui est quand même relativement identique, je suis au Chili, je suis au Taïwan, je suis en Allemagne, n'importe où, et si je prenais contact avec la personne qui apparemment aurait déjà trouvé, en tout cas, un début de solution. Et puis les photos qui sont complètement décorrélées des projets, mais qui sont importantes pour nous, parce que ce sont ces gens-là qui ont contribué à ce que ces projets voient le jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on renouvelle année après année, à la fin de l'édition des prix de l'innovation. Alors,
Ça c'est bien, on a recensé, on est content, on a valorisé, idéalement on reuse. Après on s'est posé la question, comment est-ce que nous concrètement dans le quotidien on peut accompagner les équipes de l'entreprise à être plus participatives, plus collaboratives et plus créatives. On peut mettre la deuxième vidéo. Alors moi je me méfie toujours de ces petites vidéos qu'on trouve sur internet, je me dis ouais mais enfin c'est trop facile, ils peuvent avoir truqué. Alors j'ai fait le test, le jour où ma fille a eu 7 ans, j'ai invité toutes ses copines, et puis je les ai mises par terre et je leur ai donné des feuilles et je leur ai fait faire les deux versions, et c'est incroyable parce que ça marche et j'étais vraiment bluffée par les résultats. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça en entreprise? Ça veut dire, à mon sens, et il y a peut-être des mots quand Xavier n'est plus là, mais on a parlé de s'amuser, tout ça. Moi je pense que dans l'entreprise, on peut se créer des espaces-temps où on va, par des moyens différents, essayer de sortir du cadre, de proposer des choses nouvelles, mais ça s'accompagne. Parce que j'ai assisté trop souvent à des brainstorming où, sous prétexte qu'on met des post-it sur la table, on est en mode brainstorming, et je souris à chaque fois à quel point c'est pas du tout efficace. Donc chez Cardiff, je vous l'ai dit, on est 3 à temps plein. On a nous-mêmes été formés à l'animation par les techniques de créativité. On fonctionne comme des consultants à l'intérieur de l'entreprise. Les gens viennent nous voir en nous disant j'ai telle ou telle problématique. Et puis on va essayer, avec ces méthodes de créativité, de les emmener vers des univers un peu inexplorés. Alors au début, quand on a commencé, autant vous dire que limite on se prostituait pour que les gens nous confient des sujets. Parce que ça faisait pas sérieux du tout. Et puis petit à petit, on en a fait 1, puis 2, puis 5, puis 10, puis etc. Les gens ont commencé à en parler et aujourd'hui, on anime à peu près entre 60 et 70 ateliers par an, ce qui est beaucoup, parce que c'est énormément de préparation pour nous, parce que c'est sur mesure à chaque fois, mais c'est la preuve que ça marche. Et puis, à l'origine, on avait surtout beaucoup de marketing qui réfléchissait à des offres. Et aujourd'hui, on travaille avec le juridique, avec la conformité, avec l'ARH, sur des processus, sur comment travailler mieux ensemble. Parce que la créativité, ça peut répondre à tout ça. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces techniques, je vais juste vous illustrer avec un exemple. Imaginez, vous êtes responsable d'équipe, chef de projet, et puis vous devez démarrer un nouvel outil dans vos équipes. Et puis les gens, ils n'ont pas du tout envie d'y aller, parce que c'est du boulot en plus, c'est une formation en plus, c'est encore un outil, et puis de toute façon, vous avez déjà suffisamment à faire, et puis en plus, ça ne vous intéresse pas du tout. Alors là, option classique, vous réunissez dans une petite salle de réunion bien comme il faut votre équipe et vous dites « Bon allez les gars, trouvez-moi plein de bonnes idées pour que notre projet il marche. »
il y a de fortes chances qu'il ne se passe pas grand-chose. En revanche, imaginez une autre option. Vous sortez le manager, vous mettez des gens dans une salle un peu différente, et je vais vous montrer Voilà, ça c'est notre salle de créativité ici. Vous sortez le manager, vous mettez les bonbons sur la table, et vous dites, ok les gars, on va s'amuser un peu, parce que votre projet, franchement, pas génial. On va faire un scénario catastrophe, et tous ensemble, on va imaginer toutes les conditions à mettre en œuvre pour que ça foire. Et alors là, pour avoir fait l'exercice pas mal de fois, vous avez des post-it plein de murs. Et qu'est-ce qui s'est passé à la phase de cette phase-là? D'abord, il y a eu un effet de purge qui est important, parce que, après tout, on est tous des êtres humains, et quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et en plus, on est français, alors ça fait du bien de le dire quand on n'est pas content. Donc à la fin de cette phase-là, les gens ont purgé, ils se sentent mieux, ils se sont bien amusés, et vous leur dites, ok, ce que je vous propose maintenant, parce que quand même, revenons-en sur notre sujet, si on transformait tous ces facteurs clés d'échec en facteurs clés de succès, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et tout à coup, ça change la donne. Ça change la donne parce que vous les avez embarqués, parce que ce sont eux qui proposent les solutions. Alors attention, on n'a pas des baguettes magiques, ça ne veut pas dire qu'après, ils vont sauter de joie, de plaisir à mettre en œuvre le projet, mais n'empêche qu'il y a de fortes chances que quand ils vont se mettre au boulot pour faire en sorte que le projet marche, ça a un peu changé la donne. On travaille aussi, on a été formé récemment au Lego Serious Play également, qui est une autre façon de rassembler les gens pour travailler autrement. On entend souvent en entreprise, les gens dire mais je ne vois pas ce que tu veux dire. Quand on est tous ensemble sur un modèle de Lego, on ne peut plus dire ça, parce qu'on a tous la même vision de ce dont on est en train de parler, et c'est un outil qui est relativement puissant. Donc la créativité, c'est ça. Je vous l'ai dit, on anime à peu près 70 ateliers par an. On travaille sur des thématiques extrêmement variées. Alors, c'est pas simple à mettre en place dans une entreprise, surtout pas une entreprise comme la nôtre. Mais quand on y croit, et quand on a envie, et quand on a pas mal d'énergie à vendre, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner à partir du moment, et je l'ai dit tout à l'heure pendant la table ronde, où vous identifiez les gens qui ont envie, qui croient en vous, et qui vont vous confier des sujets. Ensuite, je vous l'ai dit, on s'est dit, nous on anime pour les gens, c'est très très bien, on a plein de demandes, mais finalement, les gens peuvent innover et être créatifs sans nous, et si on les outillait? Alors on s'est rapproché des ressources humaines, et on a réfléchi avec eux sur comment imaginer un module de formation qui permettrait à nos managers, nos chefs de projet, d'être créatifs à leur tour. Alors on a rencontré des consultants, on en a choisi un qui nous a monté un module de formation. Ça fait 5 ans maintenant que cette formation est au catalogue. Elle cartonne. On a, je ne sais plus, 7 ou 8 sessions par an qui sont remplies à chaque fois, même des sessions internationales, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de l'étranger pour la suivre. L'ADN, alors vous ne savez peut-être pas, mais la créativité est une des 4 valeurs du groupe BNP Paribas, et ça depuis longtemps. Et depuis 2 ans maintenant, au niveau de notre pôle, parce que c'est une grosse machine, BNP Paribas, qui est divisée en 3 pôles, dans notre pôle à nous, l'innovation est un des 5e principes managériaux. Je l'ai dit tout à l'heure, l'innovation peut aussi venir de la contrainte. Typiquement, quand vous êtes manager et qu'à la fin de l'année, dans votre entretien d'évaluation, on vous demande ce que vous avez fait pour promouvoir l'innovation, ça vous oblige un peu à réfléchir. Dernier petit point dont je voudrais parler, et je ne parlerai pas du reste, mieux connaître ses équipes. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je sais que Petronella connaît, si vous connaissez les profils Foresight, des tests de personnalité, il en existe des tonnes. Ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est qu'il vous donne vos préférences de pensée en matière de créativité. Parce qu'on entend, mais moi je ne suis pas créatif. On est tous créatifs, mais chacun a un processus différent à un moment du processus. Il y a 4 phases dans le processus. Il y a la clarification, l'idéation, le développement et l'implémentation. Alors là, je vais vous mettre les 4 profils. Moi, ce test, je l'aime beaucoup parce que je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans. Quand j'ai suivi la formation sur ces profils-là, on nous avait fait passer le test, et puis on est arrivé en formation, et on ne nous avait pas donné nos résultats. On nous a mis en 4 sous-groupes, et on nous a dit, vous avez 5 minutes pour trouver une solution au problème X. Et alors moi, je me retrouve avec des gens que je ne connais pas, et puis alors, c'est l'enfer, parce que c'est blablabla, blablabla, personne ne s'écoute, on est là à générer des idées, etc. Et puis au bout de 5 minutes, quand il faut restituer, on est bien embêté, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord à quelle idée répond le mieux à l'objectif, etc. Il se trouve qu'on était dans le groupe des idéateurs, parce que je suis 100% idéatrice. À côté de ça, on avait nos copains les clarificateurs, véridiques, hein. Et eux, ils n'en étaient même pas encore arrivés au stade où ils avaient généré des idées. Ils se posaient encore des questions.
Mais attends, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Et à ton avis, quel chemin il faut prendre pour y aller? Alors, ça fait sourire, et moi, ça m'a beaucoup fait sourire sur le moment, mais ça m'a vraiment amené à réfléchir en me disant, mais attends, si tu n'as que des gens comme moi en entreprise, c'est la catastrophe absolue. À l'inverse, chez BNP Paribas, on a beaucoup de clarificateurs, et bien c'est très compliqué aussi parce que du coup, on n'avance jamais. Alors, ce qui est intéressant quand on sait avec qui on travaille, d'abord qui on est et avec qui on travaille, c'est que tout à coup, on est un peu plus indulgent. Là, en ce moment, je travaille sur un gros projet avec quelqu'un qui est un clarificateur fini, j'ai vachement plus d'indulgence envers lui. Je sais que je ne peux pas l'amener à la phase suivante tant qu'il n'a pas fini de poser ses questions. Et ça a l'air de rien, mais si vous gérez des équipes, que ce soit en mode start-up ou en entreprise, c'est intéressant de connaître les profils des gens avec qui vous travaillez. D'abord pour arrêter de vous taper dessus, et puis ensuite parce que, du coup, en tant que manager, vous pouvez utiliser les gens, dans le bon sens du terme, entendons-nous bien, dans la zone dans laquelle ils sont le plus talentueux et le plus à l'aise. Voilà, du coup, je pense que je ne vais pas avoir le temps de passer sur le reste. Voilà, c'est la fin. Le dernier truc, c'était... Alors ça, c'est le petit truc un peu gadget, mais nous, on aime bien les petits trucs avec peu gadget parce qu'on se fait plaisir. Encore une fois, on a pas mal de gens à qui la créativité, ça parle chez nous. Et on s'est dit, c'est trop bête, en fait, ces gens-là, on ne se parle pas souvent. Et donc, Laurence, qui est ici, une de mes collaboratrices, a créé le Club des Créanimateurs. C'est un club dans lequel on réunit une fois par mois, autour d'un petit déj, toutes les personnes qui ont suivi la formation à la créativité, aussi des gens qui nous commandent des ateliers de créativité. Et Laurence va leur proposer des nouvelles techniques, va parler de conférences qu'il y a sur la créativité et surtout, de mettre en application. C'est-à-dire qu'elle va prendre un sujet d'une des personnes qui est dans la salle et elle va leur montrer comment, à travers ces techniques de créativité, ils peuvent répondre à ces enjeux. Alors, si je devais juste terminer sur une slide que j'ai préparée pour vous, quelques suggestions que je pourrais vous donner, c'est ça. Parce que tout ce que je vous dis là, il nous a fallu 7 ans pour le faire et encore, je ne vous ai pas tout dit. Si vous deviez démarrer, rencontrez vos services RH. Est-ce qu'ils ont envie de monter des formations? Identifiez vos alliés, rencontrez-les. Formez-vous aux techniques de créativité. Donnez des exemples d'entreprises où ça a marché. On veut bien témoigner. Interrogez-vous sur les profils que vous avez dans vos équipes. Constituez votre réseau interne et externe. Et aussi, faites savoir, et là Xavier serait content de m'entendre, ce que ça peut rapporter au business. Voilà, merci beaucoup.